Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Conte 4. Jeune fille flamande. Étranglée par le diable. L'aventure qui suit eut lieu le 27 mai 1582. Il y avait à Anvers une jeune et belle fille, aimable, riche et de bonne maison, ce qui la rendait fière, orgueilleuse, et ne cherchant tous les jours par ses habits somptueux que les moyens de plaire à une infinité d'élégants qui lui faisaient la cour. Cette fille fut imitée, selon la coutume, à certaines noces d'un ami de son père qui se mariait. Comme elle n'y voulait point manquer et qu'elle se réjouissait de paraître à une telle fête, pour l'emporter en beauté et en bonne grâce sur toutes les autres dames et demoiselles, elle prépara ses plus riches habits, disposa le vermillon dont elle voulait se farder à la manière des Italiennes, et comme les Flamandes surtout aiment le beau linge, elle fit faire 4 ou 5 collets, dont l'aune de toile coûtait 9 écus. Ces collets achevés, elle fit venir une habile repasseuse et lui commanda de lui empeser avec soin 2 de ces collets pour le jour et le lendemain des noces, lui promettant pour sa peine la valeur de 24 sous. L'empeseuse fit de son mieux, mais les collets ne se trouvèrent point au gré de la demoiselle, qui envoya chercher aussitôt une autre ouvrière, à qui elle donna ses collets et sa coiffure pour les empeser, moyennant un écu qu'elle promettait si le tout était à son goût. Cette seconde empeseuse mit tous ses talents à bien faire, mais elle ne put encore contenter la jeune fille qui, dépitée et furieuse, déchira, et jeta par la chambre ses collets et coiffures, blasphémant le nom de Dieu et jurant qu'elle aimerait mieux que la diable l'emportât, que d'aller aux noces ainsi vêtue. La pauvre demoiselle n'eut pas plutôt achevé ces paroles que le diable, qui était aux aguets, ayant pris l'apparence d'un de ses plus chers amoureux, se présenta à elle, ayant à son cou une fraise admirablement empesée et accommodée avec la dernière élégance. La jeune fille, trompée et pensant qu'elle parlait à un de ses mignons, lui dit doucement « Mon ami, qui vous a donc si bien dressé vos fraises? Voilà comme je les voudrais. » L'esprit malin répondit qu'il les avait accommodées lui-même, et en même temps il les ôte de son cou, les met gaiement à celui de la demoiselle, qui ne put contenir sa joie de se voir si bien parée. Puis ayant embrassé la pauvrette par le milieu du corps, comme pour la baiser, le méchant démon poussa un cri horrible, lui tordit misérablement le cou, et la laissa sans vie sur le plancher. Ce cri fut si épouvantable que le père de la jeune fille et tous ceux de la maison l'entendirent, et en conçurent le présage de quelque malheur. Ils se hâtèrent de monter à la chambre, où ils trouvèrent la demoiselle roide morte, ayant le cou et le visage noir et meurtri, la bouche bleuâtre et toute défigurée, tellement qu'on en reculait d'épouvante. Le père et la mère, après avoir poussé longtemps des cris et des sanglots lamentables, firent ensevelir leur fille qui fut ensuite mise dans un cercueil, et pour éviter le déshonneur qu'ils redoutaient, ils donnèrent à entendre que leur enfant était subitement mort d'une apoplexie. Mais une telle aventure ne devait pas être cachée, au contraire, il fallait qu'elle fût manifestée à chacun afin de servir d'exemple. Comme le père avait ordonné de tout disposer pour l'enterrement de sa fille, il se trouva que 4 hommes forts et puissants ne purent jamais enlever ni remuer la bière où était ce malheureux corps. On fit venir 2 autres porteurs robustes qui se joignirent aux 4 premiers. Mais ce fut en vain, car le cercueil était si pesant qu'il ne bougeait pas plus que s'il eût été fortement cloué au plancher. Les assistants épouvantés demandèrent qu'on ouvrît la bière, ce qui fut fait à l'instant. Alors, ô prodige épouvantable, il ne se trouva dans le cercueil qu'un chat noir, qui s'échappa précipitamment et disparut sans qu'on pût savoir ce qu'il devint. La bière demeura vide, le malheur de la fille mondaine fut découvert, et l'Église ne lui accorda point les prières des morts. Conte 5. Vampire de Hongrie. Un soldat hongrois étant logé chez un paysan de la frontière, et mangeant un jour avec lui, vit entrer un inconnu qui se mit à table à côté d'eux. Le paysan et sa famille parurent fort effrayés de cette visite, et le soldat, ignorant ce que cela voulait dire, ne savait
Que juger de l'effroi de ces bonnes gens? Mais le lendemain, le maître de la maison ayant été trouvé mort dans son lit, le soldat apprit que c'était le père de son hôte, mort et enterré depuis 10 ans, qui était venu s'asseoir à table à côté de son fils et qui lui avait ainsi annoncé et causé la mort. Le militaire informa son régiment de cette aventure. Les officiers généraux envoyèrent un capitaine, un chirurgien, un auditeur et quelques officiers pour vérifier le fait. Les gens de la maison et les habitants du village déposèrent tous que le père du paysan était revenu causer la mort de son fils, et que tout ce que le soldat avait vu et raconté était exactement vrai. En conséquence, on fit déterrer le corps du spectre, le trouva dans l'état d'un homme qui vient d'expirer, et ayant le sang encore chaud, on lui fit couper la tête et on le remit dans son tombeau. Après cette première expédition, on informa les officiers qu'un autre homme, mort depuis plus de 30 ans, avait l'habitude de revenir, qu'il s'était déjà montré 3 fois dans sa maison à l'heure des repas, que la première fois il avait sucé au cou son propre frère et lui avait tiré beaucoup de sang, qu'à la seconde fois il en avait fait autant à un de ses fils, qu'un valet avait été traité de même à la 3e fois, et que ces 3 personnes en étaient mortes. Ce revenant dénaturé fut déterré à son tour. On le trouva aussi plein de sang que le premier vampire. On lui enfonça un grand clou dans la tête et on le recouvrit de terre. La commission croyait en être quitte lorsque de tous côtés il s'éleva des plaintes contre un 3e vampire qui, mort depuis 16 ans, avait tué et dévoré 2 de ses fils. Ce 3e vampire fut brûlé comme le plus coupable. Après ces exécutions, les officiers laissèrent le village entièrement rassuré contre les revenants qui buvaient le sang de leurs enfants et de leurs amis. Histoire d'une Marie assassinée, qui revient après sa mort demander vengeance. Monsieur de la Courtinière, gentilhomme breton, employait la plus grande partie de son temps à chasser dans ses bois et à visiter ses amis. Il reçut un jour dans son château plusieurs seigneurs, ses voisins ou ses parents, et les traita fort bien pendant 3 ou 4 jours. Quand cette compagnie se fut retirée, il y eut entre monsieur de la Courtinière et sa femme une petite querelle, parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas fait assez bon visage à ses amis. Toutefois, il lui fit ses remontrances avec des paroles douces et honnêtes qui n'auraient pas dû l'irriter. Mais cette dame, étant d'une humeur hautaine, ne répondit rien et résolut intérieurement de se venger. Monsieur de la Courtinière se coucha ce soir-là 2 heures plus tôt qu'à l'ordinaire, parce qu'il était très fatigué. Il s'endormit profondément. L'heure où la dame avait habitude de se coucher étant venue, elle remarqua que son mari était plongé dans un sommeil très profond. Elle pensa que le moment était favorable à la vengeance qu'elle méditait, tant de la querelle qu'il venait de lui faire, que peut-être de quelque autre ancienne inimitié. Elle fit tous ses efforts pour séduire un domestique de la maison et une servante, qu'elle savait être l'un et l'autre assez faciles à corrompre, moyennant de bonnes récompenses. Après avoir tiré d'eux par des protestations et des serments horribles, l'assurance qu'ils ne déclareraient rien, elle leur annonça ses coupables intentions, et pour les y faire plutôt condescendre, elle donna à chacun la somme de 600 francs qu'ils acceptèrent. Cela fait, ils entrèrent tous 3, la dame la première, dans la chambre où le mari était couché, et comme tout était endormi dans la maison, ils égorgèrent leur victime, sans être entendus. Ils portèrent le corps dans l'un des celliers du château, où ils firent une fosse dans laquelle ils l'enterrèrent, et pour éviter qu'on ne pût tirer d'indices de la terre fraîchement remuée, ils placèrent sur la fosse un tonneau plein de chair de porc salée. Après cela, chacun s'alla coucher. Le jour venu, les autres domestiques, ne voyant pas leur maître, se demandaient les uns aux autres s'il était malade. La dame leur dit qu'un de ses amis était venu le chercher la nuit précédente et l'avait emmené précipitamment pour aller séparer des gentilshommes du voisinage qui étaient sur le point de se battre. Ce subterfuge fut bon pour un temps, mais au bout de 15 jours, comme monsieur de la Courtinière ne paraissait point, on commença à devenir inquiet. Sa veuve fit répandre le bruit qu'elle avait eu avis que son mari, passant par un bois, avait fait rencontre de voleurs qui l'avaient assassiné.
En même temps, elle se couvrit de vêtements de deuil, fit des lamentations dissimulées, et commanda qu'on fît dans les paroisses dont il avait été seigneur des services et des prières pour le repos de l'âme du défunt. Tous ses parents et ses voisins vinrent la consoler, et elle joua si bien la douleur que jamais personne n'eût découvert son crime, si le ciel n'eût permis qu'il fût dévoilé. Le défunt avait un frère qui venait quelquefois voir sa belle-sœur, tant pour la distraire de ses prétendus chagrins que pour veiller à ses affaires et aux intérêts des 4 enfants mineurs du défunt. Un jour qu'il se promenait, sur les 4 à 5 heures de l'après-dînée, dans le jardin du château, comme il contemplait un parterre orné de belles tulipes et autres fleurs rares que son frère avait beaucoup aimées, il lui prit tout à coup un saignement de nez, ce qui l'étonna fort, n'ayant jamais éprouvé cet accident. Ce moment, il songeait fortement à son frère. Il lui sembla qu'il voyait l'ombre de monsieur de la Courtinière qui lui faisait signe de la main et semblait l'appeler. Il ne s'effraya point. Il suivit le spectre jusqu'au cellier de la maison et le vit disparaître justement sur la fosse où il avait été enterré. Ce prodige lui donna quelques soupçons sur le forfait commis. Pour s'en assurer, il alla raconter ce qu'il venait de voir à sa belle-sœur. Cette dame pâlit, changea de visage et balbutia des mots sans liaison. Les soupçons du frère se fortifièrent de ce trouble. Il demanda qu'on fît creuser dans le lieu où il avait vu disparaître le fantôme. La veuve, que cette subite résolution épouvanta, fit un effort sur elle-même, prit une contenance ferme, se moqua de l'apparition et essaya d'apaiser les inquiétudes de son beau-frère. Elle lui représenta que s'il se vantait d'avoir eu une pareille vision, chacun se moquerait de lui, et qu'il serait la risée de tout le monde. Mais tous ces discours ne purent le détourner de son dessein. Il fit creuser dans le cellier, en présence de témoins, on découvrit le cadavre de son frère à moitié corrompu. Le corps fut levé et reconnu par le juge de Quimper-Corentin. La veuve fut arrêtée avec tous les domestiques et les 3 coupables furent condamnés au feu. Tous les biens de la dame furent confisqués pour être employés en œuvres pieuses. Aventure de la tante Mélangeton. Philippe Mélangeton raconte que sa tante, ayant perdu son mari, lorsqu'elle était enceinte et près de son terme, vit un soir, étant assise auprès de son feu, 2 personnes entrer dans sa maison, l'une ayant la forme de son mari décédé, l'autre celle d'un franciscain de grande taille. D'abord elle en fut effrayée, mais son mari la rassura et lui dit qu'il avait quelque chose d'important à lui communiquer. Ensuite, il fit signe au franciscain de passer un moment dans la chambre voisine en attendant qu'il eût fait connaître ses volontés à sa femme. Alors il la pria de lui faire dire des messes et l'engagea à lui donner la main sans crainte. Comme elle en faisait difficulté, il l'assura qu'elle n'en ressentirait aucun mal. Elle mit donc sa main dans celle de son mari, et elle la retira, sans douleur à la vérité, mais tellement brûlée qu'elle en demeura noire toute sa vie. Après quoi, le mari rappela le franciscain, et les 2 spectres disparurent.